Cette semaine, à l'émission, des nouvelles inespérées pour le Cosmodome de Laval. Je vous propose une mise à jour entièrement consacrée au Cosmodome de Laval, donc au camp spatial et à la cité astronautique. Mais avant, une brève revue de l'actualité locale et régionale. Madame, Monsieur, voici mise à jour à l'antenne de TVRL. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Au menu aujourd'hui, les projets se multiplient pour le Cosmodome de Laval qui va accueillir entre autres la capsule Apollo 15 ici même chez nous. Mais tout d'abord, je vous propose une rétrospective de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission, Ghislain Plourde de l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Marius. Allons-y donc d'abord, parlons politique. Et ce qu'on appelle le NPL, le nouveau Parti lavallois. Parlez-nous-en un peu. Jeune formation politique qui a vu le jour dans les dernières semaines. Vous vous rappelez sans doute que le NPL a effectué du recrutement, notamment par le truchement de petites annonces. Oui, oui. Bien, ce parti politique a maintenant un chef en la personne de Guy Landry. Ce parti qui a été fondé par un agent immobilier et un ex-organisateur du Parti pro de quartier, un ex-organisateur de quartier, Claude Bélanger, va donc commencer à établir ses bases en vue de la prochaine campagne électorale. Alors, politique toujours, il y a un groupe de réflexion. Le groupe s'appelle Réflexion Laval 2013. Qui se positionne aussi, là. Tout à fait. Le groupe de réflexion a vu le jour en janvier, mais ce n'est que tout dernièrement qu'on a annoncé le début des activités de ce mouvement de réflexion. Ce n'est pas un parti politique pour l'instant. Pas encore. On se penche en fait sur les façons de faire, les manières de faire de la politique à Laval. Les deux fondateurs de Laval 2013, qui sont François Gaudreault, l'ex-député adéquiste de Vimont et candidat caquiste à la dernière élection, et Jean Polony, qui a gravité dans l'univers politique de Serge Ménard. Il a été conseiller auprès de Serge Ménard lors de son passage au Parti québécois et au Bloc québécois. Eh bien, ces deux messieurs croient qu'une réflexion sur les manières de faire la politique à Laval s'impose en vue du prochain scrutin. Eux soutiennent que si on conserve la même recette, on arrivera au même résultat, c'est-à-dire au final avec un conseil municipal sans opposition. Alors, ils proposent une réflexion. Dans quelques mois, ils arriveront avec la conclusion des ateliers qu'ils tiennent en ce moment. Là, il y a une cinquantaine de membres qui réfléchissent aux grands enjeux de la politique municipale de Laval. Et puis, en mai, on va livrer publiquement les conclusions. Est-ce que Laval 2013 deviendra une formation politique à échéance? À suivre. C'est possible. Vous allez suivre ça pour nous de toute manière. Tout à fait. Parlant de façon de faire, il y a le maire Alexandre Duplessis qui a décidé de resserrer, lui, toutes les procédures administratives, là. La Ville de Laval a annoncé effectivement dans les derniers jours de nouvelles mesures là, qui visent à resserrer les processus administratifs, notamment création d'une ligne téléphonique à l'intention des employés et de la population, une ligne de signalement éthique. On va également confier un peu plus de mandats à l'interne, des tâches qui étaient réservées à l'externe, notamment les communications, des travaux également d'ingénierie. À cet effet, on va embaucher de nouveaux ingénieurs. Les changements de zonage vont passer maintenant en comité consultatif en urbanisme. Les ventes de terrain en règle générale vont maintenant passer par un processus d'appel d'offres publiques, une chose qui était un peu moins courante sous l'ancienne administration. Et tout ça, le maire Duplessis a justifié la mise en place de ces normes par cette volonté d'améliorer les processus administratifs de Ville de Laval. Rapidement, en quelques secondes, un jeune gymnaste lavallois qui se distingue. Félix Dolcy, il a 10 ans. Imaginez, aux Jeux du Québec, la même journée, il a raflé 5 médailles. Au Québec, il est tellement doué qu'il ne peut véritablement compétitionner. On en voit aux États-Unis, imaginez, compétitionner contre des jeunes de 13 à 17 ans. Il n'a que 10 ans. Wow.
Wow. Il est déjà considéré comme un espoir olympique en gymnastique. Il sera surveillé. Félix Dolci, retenez bien ce nom. On va suivre sa progression. Merci beaucoup. Les détails dans le journal, sur le site Web. Exactement, l'écho-de-laval.ca, des infos fraîches tous les jours. L'Écho de Laval distribué les mercredis. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Ghislain, merci. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. Au revoir. Cette portion de l'émission Mise à jour à l'antenne de TVRL vous est présentée en collaboration avec l'Écho de Laval. Cette semaine, à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur les grandes nouveautés du Cosmodome de Laval. Alors, la cité de l'astronautique, Apollo 15 qui viendra faire un séjour en ville, l'exposition de l'été Météore à bâbord, le directeur général peut-être en orbite, on verra bien, et peut-être aussi de la grande visite Chris Hadfield à Laval, on verra bien aussi. Nous accueillons en studio exceptionnellement un seul invité, Madame, Monsieur, le directeur général du Cosmodome et du Camp spatial Canada, M. Sylvain Belair. M. Belair, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau à notre émission. Merci beaucoup, M. Brisson, merci. Eh bien, on a l'impression que le Cosmodome a fait des pas de géant. On vous doit beaucoup de vos initiatives. Les choses bougent. Les choses avancent, les projets sont nombreux. Commençons avec le premier qui est vraiment très stimulant. C'est pas tous les jours qu'une capsule spatiale quitte le territoire américain. Ça pourrait se faire Apollo 15 ici? Effectivement. C'est réglé, ça? Oui, bien, nous attendons, on a eu la confirmation, nous attendons maintenant la confirmation de la date de l'arrivée officiellement de la capsule qui va partir du musée de Dayton en Ohio, le musée de la US Air Force, et qui s'en vient pour une période de 1 an, là, ici même, au Cosmodome de Laval. Mais tout ça, en entrée de jeu, c'est un travail d'équipe. Hein? Ouais. Oui, je suis directeur général, j'avais des idées lorsque je suis rentré en fonction il y a déjà maintenant 3 ans et demi, et avec mes directeurs, les employés et tous les départements, là, on est venu à bout d'avoir là, cette pièce de collection unique en son genre, là, ici même, là, au Canada. Parlez-nous de la capsule comme telle. Là. Apollo 15, rappelez-nous un peu la mission. Alors, la mission... C'est pas la mission où ils se sont perdus dans ça, c'est 13. Oui, c'est 13, Apollo effectivement. 13. Oui, le chiffre 13. Bon, ouais. 15, ça a été une mission lunaire, une mission Apollo qui ont marché sur la Lune. Et pour la première fois, lors de cette mission-là, ils avaient une Jeep lunaire pour se promener, se balader là, à la surface de la Lune, là, dans la région là, du mont Apennins, là, de Hadley, là, sur la surface lunaire. Et cette mission-là, qu'est-ce qui est de tout à fait spécial, c'est que la roche lunaire que nous avons en collection dans le musée de la Cité de l'Astronautique provient justement de la mission Apollo 15. Ah oui? Et là, cette année, nous allons recevoir le fameux vaisseau qui a emmené cette fameuse roche lunaire là, ici au Cosmodome là, depuis maintenant 17 ans. C'est comme si on bouclait la boucle, dans le fond. Oui. Et quand on dit que c'est pas tous les jours qu'une capsule quitte comme ça doit pas être évident de transporter. Comment il doit y avoir des mesures extraordinaires, les fils électriques, enfin, sur la route. Comment fait-on? On transporte pas ça par avion, là? Non, pas du tout. C'est sur un camion qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, oversize. Oui. Alors, qui déborde un peu de la route Bien avec sûr. un service de sécurité qui provient de la NASA et aussi du Smithsonian. Et moi, je dois aller avec mon équipe dédouaner la capsule lors de son arrivée à Détroit avant de passer le pont des ambassadeurs. Et par la suite, on va la suivre, là, évidemment, là, jusqu'à l'arrivée là, au Cosmodome. Et on l'a pour une période d'1 an. C'est qu'on attend la fin de la neige, la fonte de la neige, et par la suite, elle va quitter là, Laval là, l'an prochain, en 2014, à la fonte de la neige. Un petit détail que les gens se posent peut-être en nous écoutant, en vous écoutant. Qui va payer cette facture-là du transport? C'est la NASA. C'est pas le Cosmodome? Non, c'est pas le Cosmodome du tout. Okay. C'est que ils sont en rénovation, eux, le musée de Dayton en Ohio. Et au lieu de mettre la capsule en arrière-plan dans des boîtes, que je peux dire, là, oui. On va la recevoir ici à Laval pour la mettre en exposition. Et c'est la deuxième fois dans l'histoire du Canada qu'on va avoir une capsule. Il y avait eu déjà à l'époque Apollo 7 qui était au musée de sciences et technologies, mais la capsule Apollo 7 avait seulement fait un vol dans l'espace. Seulement, je dis seulement quand même. Ouais. Tandis que pour Apollo 15, on a vraiment ramené des deux hommes qui avaient marché sur la Lune. Et là, c'est la deuxième fois dans son histoire. La seule autre capsule au monde qui est à l'extérieur du territoire des États-Unis, c'est la capsule d'Apollo 10 qui était à Londres, en Angleterre, en permanence. Mais pour nous, tout de même, 1 an là, de visibilité. À partir de quand, M. Belair? Est-ce qu'on sait à peu près les dates? Moi, je vise aux environs de fin mai, début juin. OK.
D'accord. Donc, on va revenir là-dessus, évidemment, lorsqu'on aura la confirmation de la date d'arrivée. Bon, écoutez, on ne cachera pas que votre rôle est très important au sein du comité de la NASA, le Conseil de l'exploration spatiale. Vous êtes membre. Ce n'est pas étranger non plus à ces décisions-là, j'en suis certain. Parlez-nous de l'autre attraction du Cosmodome, la Cité de l'astronautique. À l'intérieur du Cosmodome, il y a vraiment notre nouvelle exposition qui est formidable. Oui, et depuis déjà maintenant 14 mois qu'on fonctionne avec cette nouvelle exposition, on a presque doublé l'an passé l'achalandage du Cosmodome. On est passé de 70 à 75 000 jusqu'à 115 000 visiteurs. Et ça, c'est tout un exploit pour un musée qui est situé tout de même là, à l'extérieur de la grande agglomération de Montréal. Par contre, on était capable d'aller chercher justement les visiteurs qui avaient un intérêt non pas seulement en aérospatial, en astronautique, mais aussi tout ce qui touche l'avionique et tout ce qui touche en fin de compte, le phénomène autour de Montréal, là, que ce soit au niveau de l'aviation. Alors, ça veut dire qu'il y a un public pour. Il y a un public. Il y a une niche spéciale pour ces projets-là. Oui, et surtout les gens, et souvent les visiteurs viennent me parler puis me disent, Monsieur Belair, vous savez qu'on ne peut pas tout le monde se rendre au Centre spatial canadien en Floride. C'est impossible pour nous de se payer un voyage à Washington, au National Air and Space Museum. On a le Cosmodome et on essaie d'avoir le plus de pièces de collection possibles, justement, qui proviennent du programme spatial américain, mais aussi du côté des Russes, pour justement faire voir aux gens, les visiteurs qui viennent nous rendre visite ici même à Laval. Alors, la Cité de l'astronautique, c'est une nouvelle dénomination, dans le fond. Oui. Vraiment, l'astronautique, c'est un mot auquel vous teniez beaucoup, ça. Effectivement, je voulais faire vraiment la différence avec le Planétarium de Montréal, qui, eux, touchent surtout l'astronomie. Ils peuvent toucher aussi à l'astronautique. Comme nous-mêmes, on touche surtout à l'astronautique et on effleure, évidemment, l'astronomie, le voyage des planètes avec les sondes spatiales. Et c'est pour ça, dans cette nouvelle Cité de l'astronautique, ces missions, les 3 missions permanentes que nous offrons au public, la mission vers Mars, la mission vers la Lune, en fin de compte, c'est l'historique. Et les confins de l'univers. Et les confins de l'univers avec les sondes spatiales. On se sert de matériaux, d'engins automatiques qu'on appelle l'astronautique, qui sert en fin de compte à faire de l'exploration du système solaire et qui touche évidemment à l'astronomie. Mais les deux sont combinés ensemble, aussi même que le Planétarium de Montréal. Mais on a divisé l'astronomie à Montréal et l'astronautique à Laval. Bien, redites-nous pourquoi les gens devraient s'intéresser davantage à ces 3 missions-là. Parce que les gens, d'abord, il y a un programme audiovisuel absolument extraordinaire, nouveau genre, numérique, etc. Et dites-nous pourquoi on devrait s'y intéresser à ces 3 missions. C'est que nous, parce qu'on voyage vraiment, là. Ah, on voyage, effectivement, puis on peut sélectionner les 3 missions dans une même journée. Chaque mission dure 1 heure. Oui. La mission vers la Lune, la mission c'est en fin de compte l'exploration, l'historique de l'exploration spatiale à partir du lancement du défi de John F. Kennedy lorsqu'on a lancé la course à la Lune. Ouais. Tout ce qui entoure la course à la Lune et le comment est-ce qu'ils ont fait les Américains pour venir à bout de fouler le sol de la Lune le 20 juillet 1969. Alors, on touche à ça et on touche aussi au programme de station spatiale et aussi de la navette spatiale, qui a été un véhicule réutilisable pendant 30 ans dans l'histoire des États-Unis. Autre chose, l'autre mission, c'est Mars. En fin de compte, c'est le futur. Oui. On le sait aujourd'hui que l'homme qui va marcher sur Mars, c'est un enfant qui a environ une dizaine d'années ici sur Terre. Ah oui? Il ne le sait pas encore. Ou elle ne le sait pas encore. Il n'a pas été avisé. C'est peut-être un garçon ou une fille, là, dans le fond. C'est peut-être un garçon ou une fille. Okay. Évidemment, il va avoir un équipage autant d'hommes et de femmes. Les Julie Payette de ce monde, il y en a. Et des Julie Payette de ce monde, et autant les Marc Garneau que les Chris Hadfield en ce moment. Oui. Alors, il va avoir un équipage sélectionné, et c'est dans le futur. 2035, c'est tout près, là. Et ça fait partie, justement, du comité scientifique de la NASA, où on en discute, le futur lanceur. Et on a voulu parler au Cosmodome de cette mission historique qui va être après, naturellement, les astéroïdes, un retour vers la Lune et aussi destination finale, qui est la planète Mars. Parce qu'on est en train, là, petit à petit, d'apprivoiser Mars. Oui. Avec la sonde, les images qu'on a eues, l'exploration, le véhicule qui se promène sur... Oui. Ça, c'est un pas de géant. Ah oui, curiosité. Effectivement, puis on est capable d'envoyer des vaisseaux spatials sous forme de parachute, puis d'arriver dans une cible très précise, là, à moins de 5 km, ce qui est un exploit considérable. Et ça, même, on en a parlé cet été au Cosmodome, l'été dernier, lors de l'arrivée de la sonde dans la nuit du 5 au 6 août dernier. Et on avait plus de 300 personnes qui étaient au Cosmodome pour visionner avec nous en pleine nuit l'arrivée de Curiosity, qui n'était pas une
une sonde habitée, là. C'est une sonde spatiale tout simplement d'exploration qui va explorer Mars pendant 2 ans. Et autre mission, évidemment, les sondes spatiales qui visitent les planètes du système solaire. Ça, on va en entendre beaucoup parler. Justement, on veut faire un événement spécial. C'est peut-être dans le futur, mais tout de même, ça existe. Le 14 juillet 2015, la sonde New Horizons va arriver à destination ou autour de la planète Pluton et on va en faire un événement. La journée de la fête des Français, 14 juillet 2015, rendez-vous au Cosmodome. Autre chose également, en été 2016, la sonde spatiale Juno qui va arriver autour de Jupiter. Et là, on va aller vraiment chercher l'information des lunes de Jupiter. Parce qu'on est à peu près certain qu'à l'intérieur des lunes même, de ces petits corps célestes qui existent énormément d'eau comme nous, on a ici sur Terre. Et alors, on veut essayer d'aller explorer justement ce monde-là de Jupiter là, avec la sonde spatiale Juno. Alors, vous voyez, il y a énormément d'événements reliés à ces missions qu'on a choisies, nous, au Cosmodome, et qui vont être offerts au grand public pour les 10 prochaines années. Vous dites que le Cosmodome est dans la parade, là, maintenant. Définitivement. On le sent de plus en plus. Et on ne l'était pas il y a environ 2 ans, parce qu'on avait perdu le fil et il faut renouveler constamment. Un musée scientifique, ça devait être renouvelé à tous les 5 ans. Et nous, ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas renouvelé le musée extraordinaire qui était le Centre des sciences de l'espace. Mais on était rendu à cette étape-là et on devait le faire justement avec le futur et y penser évidemment là, à ces robots mécaniques qu'on envoie là, à travers le système solaire. Sylvain Belair, vous êtes là. Qu'est-ce qui a changé alors? Vous dites avant, on n'était pas dans la parade comme telle. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la mentalité qui a changé? Ce sont chez les gens, chez les dirigeants, le dynamisme, c'est quoi? C'est les jeunes qui nous ont demandé de changer. Ah bon? Un jeune qui arrive dans un musée, qui a des artefacts, qui a il y a des écritures tout autour des artefacts, il n'y a rien qui bouge. C'est intéressant, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça prend nécessairement un guide. Mais on n'a pas toujours des guides pour venir à bout de recevoir tous les visiteurs. Alors, on devait avoir un genre d'exposition interactive qui, justement, offre ce genre de mission-là avec les 3 missions qu'on a au Cosmodome avec la Lune, Mars et le système solaire. Et c'était là un changement considérable. Et le prochain changement que le Cosmodome devra faire aussi, c'est renouveler complètement sa salle d'entraînement, c'est-à-dire le simulateur qui est la navette spatiale. Et ça, c'est le prochain défi lors des 3 à 4 prochaines années. Oui, écoutez, on va faire une pause, on va reprendre notre souffle. On va revenir avec une exposition qui s'appelle Météore à bâbord. On va parler de Chris Hadfield et de vos projets à vous. Vous voulez aller dans l'espace, Sylvain Belair. On en reparle tout de suite après la pause pour la suite de Mise à jour. À tout de suite. Alors, nous poursuivons notre exploration des différentes attractions en lien avec le Cosmodome de Laval en compagnie de son directeur général, M. Sylvain Belair, que nous accueillons sur ce plateau. M. Belair, poursuivons notre discussion. Tout à l'heure, on a laissé... Reprenons l'exposition, la Météore à bâbord. Météore à bâbord. Alors, le fait qu'on ait tout de même la capsule d'Apollo 15 dans nos lieux cet été, je veux recevoir aussi une exposition temporaire. C'est durant la période de l'été. Météore à bâbord, ça se trouve à être une collection de météorites. Et cette collection-là est offerte surtout à faire comprendre aux jeunes de 5 à 9 ans. Okay. Autant c'est adressé aux adultes, mais c'est surtout faire comprendre aux jeunes c'est quoi une étoile filante, c'est quoi un météore, c'est quoi un météorite, c'est quoi un météorite. Et on en a vu justement, ça fait partie de l'actualité avec le météorite qui est tombé il y a quelques semaines en Russie. Oui. Et on a mis de la publicité, nous, au Cosmodome, à travers Laval. Il y a des gens qui se posaient des questions, d'ailleurs. Les météorites qui s'abattent sur Laval, vous avez eu comme une espèce de synchronisation absolument parfaite. 48 heures avant le fameux météorite qui est tombé en Russie, on en parlait déjà ici même à Laval. Mais c'était tout simplement une publicité pour faire comprendre aux gens que c'est important de venir visiter le Cosmodome pour comprendre les météorites. Dites-le franchement, le saviez-vous? Non, impossible à savoir. Par contre, cette journée-là, on savait qu'il y avait un météorite qui s'approchait de la Terre tout près, entre l'orbite de la Terre et de la Lune, mais l'autre qui est tombé naturellement. Puis ils n'ont pas de lien, parce qu'un venait du nord, l'autre venait du sud. Ils n'ont pas de lien en soi. Mais tout de même, ça faisait partie d'un événement. Météorite à bâbord, c'est vraiment pour les jeunes? Oui. 5 à 9, 10 ans, là, et puis c'est sûr, ça peut intéresser les adultes, mais c'est offert à cette classe de jeunes-là qui viennent justement visiter le Cosmodome. On va leur expliquer qu'est-ce qu'un météorite. Oui. Une météorite, un météorite? Attendez un petit peu. Vous, enfin, on va vérifier. Vous dites quoi, vous? Moi, je dis un météorite. Un météorite? OK, allons-y avec ça. Parlez-nous maintenant de ce Canadien qui est en haut, commandant d'une station. Pas encore, tout de même. Chris Hadfield va devenir commandant de la station spatiale le 15 mars prochain.
OK. Le 15 mars, il devient commandant. Par contre, il est à bord de la station spatiale depuis maintenant déjà 3 mois. Mais on savait que M. Hadfield, c'était dans la deuxième partie de sa mission qu'il devenait le commandant. Premier Canadien. C'est une fierté, ça. C'est une fierté incroyable. M. Hadfield, c'est un personnage extrêmement sympathique. On ne pouvait pas trouver mieux comme leader canadien astronaute pour faire ce genre de vol-là, évidemment, mais aussi devenir le premier commandant de la Station spatiale internationale. Et c'est tout un honneur que le Canada représente, oui, le Canada, mais aussi devant la Russie, devant les États-Unis, devant l'Europe, le Japon. Le Canada finance environ 1 milliard sur la Station spatiale, sur un coût global de 190 milliards. Qu'on ait la chance, nous, Canadiens, avec Chris Hadfield, d'avoir un commandant à bord, c'est tout un exploit de l'Agence spatiale canadienne. C'est de la compétence. Alors, oui. Et il nous fait rire, lui. Il nous fait même de la musique. Ah oui, il fait de la musique. Extraordinaire. Quel ambassadeur. Quel ambassadeur. Et il y a des gens qui disent, mon Dieu, est-ce qu'il fait vraiment un travail réel d'expérience scientifique dans l'espace? Oui, il y a des collègues. Il y a des collègues pour le faire. Il tweet, évidemment. Il tweet énormément. Et ça, là, ça a un lien direct avec la jeunesse qui n'avait plus de contact avec la Station spatiale internationale. Parce que le fait qu'on n'envoie plus de navette spatiale aux États-Unis, on avait perdu ce feu sacré d'explorateurs de l'exploration spatiale. Il est temps maintenant de délaisser tranquillement la Station spatiale internationale et d'aller vers des horizons beaucoup plus lointains, c'est-à-dire un retour vers la Lune, des astéroïdes et en prévision, évidemment, d'une mission en direction de Mars. Alors, c'est ça. La Station spatiale aura servi de rendez-vous entre les différents pays autour de la Terre. On passe à autre chose, on doit tourner la page. On doit passer à autre chose, parce que évidemment. les navettes, c'est terminé. C'est terminé. On prépare un nouveau véhicule spatial aux États-Unis qu'on appelle la capsule Orion avec le lanceur, le nouveau système de lanceur spatial SLS. Ouais. Et c'est ça qui va permettre aux Américains, dès 2017, d'avoir un nouveau lanceur réutilisable et d'aller en direction de la station et par la suite Lune, astéroïdes et Mars. Est-ce que Chris Hadfield va venir faire un tour à Laval? On a fait la demande, évidemment, et c'est sûr que Chris Hadfield préconise avant tout les écoles. Oui. Les écoles aussi qui ont travaillé avec lui pour lui poser des questions. Et on sait, en ce moment, on aide un jeune Lavallois, je ne peux pas encore nommer son nom. D'accord. Il y a un jeune Lavallois qui va faire une conférence de presse au Cosmodome. Justement, il va rentrer en communication avec l'astronaute Chris Hadfield. Et ça, le Cosmodome aide justement là, au niveau de la logistique là, pour ce genre d'exploit. Ici même, là, avec des jeunes de Laval qui vont parler à Chris Hadfield à bord de la station. Et ça pourrait peut-être être un élément qui contribuerait à ce que Chris Hadfield décide de venir faire un tour. Oui, à Laval, évidemment. Bon, parfait. Et il faut, puisque vous l'abordez, votre implication auprès de la communauté, auprès des jeunes étudiants universitaires et collégiales, elle est très importante. Il faut en parler de ça. Et ça fait partie... Lorsque j'étais rentré directeur général du Cosmodome, j'avais demandé qu'on ouvre le centre de documentation Yuri Gagarin, en l'honneur du premier homme dans l'espace. Oui. Premier homme aussi astronautique d'aller dans l'espace. Et j'ai avec moi un ancien collègue du quotidien La Presse, M. Olivier Robert, qui écrit les articles, plus de 100 articles en 3 ans. Et ça nous permet d'avoir un contact direct avec les institutions, c'est-à-dire les écoles au niveau secondaire, collégial et universitaire. Et les professeurs communiquent avec nous pour élaborer différents travaux ou des sujets qui pourraient toucher les étudiants dans le domaine de l'aérospatiale, de l'astronautique. Et on offre également certaines bourses à des étudiants qui développent des micro-fusées ou des fusées à haute puissance. Et on travaille avec le groupe Rockets, qui se trouve à être à l'ETS à Montréal et qui développe ce genre de véhicule spatial-là. En fin de compte, c'est une fusée. Oui. Et sont en compétition cette année dans l'Utah, aux États-Unis, justement, avec les Américains pour prouver leur prototype fusée là, qui est capable de fonctionner là, dans ce qu'on appelle des fusées de haute puissance. Et ça, c'est important du rôle même du Cosmodome auprès de la communauté, parce qu'il y a des jeunes qui vont à cette école-là qui proviennent de Laval. C'est important d'aider les jeunes lavallois qui sont dans le domaine de l'astronautique, les aider dans leur étude et poursuivre leurs rêves et un jour, peut-être même tout comme moi, se rendre dans un comité ou ingénieur là, au sein de la NASA aux États-Unis. Bon, Sylvain Bélair, vous dites poursuivre leurs rêves. Là, je prends la balle au bon. Vous avez un rêve aussi. Oui. C'est de voler, c'est d'aller dans l'espace. Oui. Alors, on a parlé d'un vol suborbital dans lequel vous pourriez être impliqué. Est-ce que vraiment vous faites les démarches sérieusement? Bien, ça fait déjà depuis 3 ans. J'avais
j'avais eu une rencontre avec le directeur de Philippe Bergeron, qui est à Montréal, de d'Unique Tour. Oui. C'est une agence de voyage. Et lui, ça fait longtemps qu'il s'est trotté en arrière de la tête d'être le premier Québécois à faire un vol suborbital. Philippe Bergeron. Et on avait discuté ensemble. Et qu'il est venu le temps d'officialiser ce vol suborbital, et Philippe devenait le premier Canadien, et moi, le premier client de Philippe, en fin de compte, d'Unique Tour, à faire ce genre de vol. Et c'est possible maintenant. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé à ça. Moi-même, jeune, je ne voulais pas devenir un astronaute, je voulais devenir un historien dans le domaine de l'exploration spatiale, et c'est ce que j'ai fait. Je suis toujours un historien et je travaille au sein de l'organisation qui est le Cosmodrome de Laval comme directeur. Et là, ce qui est arrivé, cette chance-là inouïe, j'ai accepté tout de suite. Je veux dire, c'est incroyable. Faire un vol de 5 minutes et demie en état d'apesanteur, décoller à 80 degrés avec la force G 2 fois la force G pour se rendre sur ce qu'on appelle une orbite basse, donc suborbitale, et par la suite revenir avec 5-6 fois la force G au retour. 5-6 fois la force G, exactement. Et la distance, c'est quoi? C'est quand même impressionnant. C'est entre... Vous pouvez choisir 61 km, mais vous n'êtes pas encore rendu dans la haute atmosphère de la Terre. Mais si vous choisissez 103 km, vous êtes vraiment considéré comme un astronaute et vous avez fait un vol suborbital. Et celui-là, il est à combien celui-là? 100 000, celui-là. 100 000. Et il y en a qui me disent... Celui qui a grimpé dans l'espace, qui a fait le saut, c'était à combien, lui? 41. Ah, donc c'est beaucoup plus haut, alors. Ah, ben oui. Et là, lui, il sautait de sa capsule, en fait, sa capsule volante, que je peux dire. Absolument. Et il sautait en parachute. Tandis que nous, on revient à l'intérieur même de l'habitacle du vaisseau spatial X-Core, le Lynx 1 qu'on appelle. Et moi, je ferai surtout le Lynx 2. Les lancements prévus sont à partir de décembre pour le Lynx 1. Et moi, j'espère faire un vol suborbital autour de janvier-février prochain, c'est-à-dire en 2014. Il doit y avoir des conditions à remplir. On vous souhaite bonne chance. C'est ça. Et là, il y a un bilan de santé. J'attends les résultats du bilan de santé. Et si le bilan de santé est accepté, tout ça, au sein de mon médecin, évidemment, auprès de X-Core en Californie, je vais pouvoir effectivement faire ce vol suborbital. On s'imagine rêve d'enfance. Que ça doit être extrêmement sévère, le bilan de santé, pour aller dans l'espace? Pas nécessairement. Non? Pas nécessairement, non. Non, il demande tout de même avoir un bon bilan de santé pour avoir de problèmes cardiaques et surtout de faire de la haute ou de la basse pression. Mais tout le reste, il n'y a pas nécessairement de problème. Okay, on peut porter des verres, etc. Là. Et tous les photos, les vidéos qui sont prises à l'intérieur de la capsule, mais ça se fait de façon automatique. Donc, on ne perd pas de temps, nous, touristes spatiaux, à prendre ces photos. Et on tourne, lorsqu'on arrive là, à la limite du vol suborbital, on fait un tour de 360 degrés. Vous êtes en état d'apesanteur? On est en état d'apesanteur et on voit vraiment la courbure de la Terre. Et moi, j'aimerais choisir une journée où ce que la Lune, elle est visible, évidemment, parce que lorsque le Soleil est éclairé dans l'espace, on ne voit pas d'étoiles. Hein? Même si c'est la nuit ou le jour, le Soleil est tellement clair qu'on ne voit pas d'étoiles. Alors, du moins, je pourrais voir tout de même la Lune et me dire réellement que là, je suis vraiment là. Et ça donne un point de repère état d'apesanteur. Effectivement. On espère un retour sur Terre sain et sauf. On vous souhaite vraiment de réaliser votre rêve, Sylvain Bélair. En terminant, les projets, l'avenir du Cosmodrome. Bien, on souhaite un excellent avenir du Cosmodrome. Vous savez, il y a une dizaine d'années, on se demandait c'était quoi l'avenir de ce camp spatial, le Camp spatial Canada, l'avenir du Cosmodrome. Avec le renouvellement du musée, et on doit partir maintenant vers la phase 2 du renouvellement du camp spatial, on a un avenir là vraiment là, incroyable. Là. Au sein, évidemment, on va suivre ce qui se passe au niveau de l'actualité de l'Agence spatiale canadienne et de la NASA. Et le Cosmodrome va suivre, évidemment, là, la parade là, au sein des nouvelles découvertes là, dans l'astronautique. Bravo, félicitations pour votre travail, Sylvain Bélair. Vous êtes un travailleur acharné. Vous méritez tout le succès qui entoure le Cosmodrome. Merci beaucoup d'avoir passé à l'émission. Merci à vous. Merci. Nous allons faire une pause tout de suite après. C'est la conclusion de Mise à jour. Alors voilà pour cette plus récente mise à jour présentée à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, Canal 9, Ma TV. Vous pouvez voir notre première diffusion de l'émission chaque mercredi 19h, c'est un rendez-vous. Et pour les rediffusions, vous nous appelez, vous consultez les journaux locaux ou vous naviguez sur notre site web, c'est très simple. Et pour voir l'émission depuis votre ordinateur, c'est aussi très simple. Vous allez dans la section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour mise à jour et là, vous avez le choix. Ici Marius Brisson, au nom de toute l'équipe de la télévision régionale de Laval, bonne semaine.